Bonjour à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez dans 90 minutes info. Nous décryptons et commentons l'actualité avec nos invités. Je vous les présente tout de suite. Nous accueillons aujourd'hui Faten Idri. Bonjour. Vous êtes délégué spécial UDI de la région Île-de-France. À vos côtés, Benjamin Morel. Bonjour. Bonjour. Maître de conférence en droit public à l'université Paris 2 Panthéon-Assas. Et de l'autre côté de la table, Pierre Cabaret. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député La République En Marche de Haute-Garonne. Et Jean-Marc Chipot. Bonjour. Bonjour. Porte-parole de Debout la France. On commence avec un petit peu la grande nouvelle du jour, ce contrat historique qui vient d'être signé, l'achat de 80 avions Rafale par les Émirats Arabes Unis. Signature faite à l'occasion de la visite d'Emmanuel Macron à Dubaï. C'est la première étape du chef de l'État d'une tournée plus large dans le Golfe. On va évidemment débattre ensemble de ce que signifie ce contrat signé, notamment pour les relations entre les deux pays. On va d'abord faire le point avec Harold Iman, spécialiste des questions internationales à la rédaction de CNews. Bonjour Harold. Évidemment, c'est une opération stratégique qui vient de se jouer. C'est surtout une bonne nouvelle pour Dassault Aviation. Jean-Marc Chipot, ça vous a fait sourire le résumé que vient de faire votre voisin. Il n'empêche, certains vont vous dire, voilà, ça prouve aussi la bonne santé et l'esprit de conviction de notre industrie française. Il faut s'en réjouir. Oui, je vais tempérer un peu l'enthousiasme de mon voisin. C'est surtout Dassault qu'il faut féliciter avant de féliciter les politiques, même s'ils ont une part non négligeable dans la signature des contrats. Oui, c'est un succès de l'industrie française. D'autant plus que le F-35 américain passe par toute une série de problèmes. Il ne se passe pas un mois sans qu'ils en mettent un à l'eau, quasiment. Donc c'est un peu embêtant. Voilà, donc c'est en plus de ça effectivement un standard auquel on n'était pas habitué. On arrive vraiment dans la cour des grands maintenant avec la 4e évolution de cet avion. Et puis il arrive finalement à un développement, on le vend à la limite plus rapidement qu'on a vendu les Mirage 2000 dans la phase de développement. La zone maintenant, le centre de gravité de la planète s'est déplacé très nettement vers la zone Indo-Pacifique. Il est fondamental que nous y soyons présents. Et donc, effectivement, tout ça, c'est globalement une bonne nouvelle. Mais la meilleure nouvelle, en fait, qui a été annoncée aujourd'hui, c'est qu'on avait doublé les capacités de production de cet avion. Or, l'armée française a un gros besoin d'approvisionnement, puisque les Rafales croates ont été prélevés sur son effectif. Donc, on a un besoin de rattrapage. Il faut absolument qu'on rééquipe notre armée de l'air aussi en matériel urgemment. Jean-Marc Chipot, vous attendez d'autres actes aussi de la suite de cette tournée, puisqu'on n'est qu'à la première étape, évidemment, de la visite d'Emmanuel Macron. Il va au Qatar, il va peut-être aussi parler à l'émir du bilan carbone des stades qu'on va réfrigérer comme ça en plein air pendant la Coupe du Monde. Moi, sérieusement, je pense qu'il faut se réjouir quand il y a des bonnes nouvelles. C'est aussi simple que ça. Là, c'est une bonne nouvelle, comme vous le disiez. On a 85 milliards de déficit de la balance commerciale. À un moment donné, on ne peut pas continuer de creuser ça indéfiniment. On a une industrie de l'armement qui est une des plus renommées dans le monde. On a un avion de combat qui a fait ses preuves au combat. Vous aviez raison de le souligner. C'est une des raisons majeures de son succès. C'est ce qui a déclenché en fait les achats. Et puis surtout, moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on profite de ces succès pour hausser peut-être un petit peu le ton avec nos partenaires allemands dans le programme SCAF qui va déterminer donc la prochaine architecture globale de défense aérienne pour les 50 prochaines années, qui a une composante avion de combat. Il y a beaucoup d'autres choses dans le SCAF, mais il y a entre autres un avion de combat. Et on est en train d'assister à un pillage en règle du savoir-faire français, du savoir-faire de Dassault par l'Allemagne. D'ailleurs, le PDG de Dassault s'en est ému en commission. Il y a un pillage qui se réalise comment ? C'est-à-dire c'est un transfert de savoir-faire, un transfert de technologie vis-à-vis. C'est le risque à chaque fois. C'est toujours dans le même sens. C'est curieux quand même. Donc je pense qu'effectivement, à un moment donné, il faut peut-être que... C'est bien gentil d'aller signer des contrats là-bas. Moi, je suis ravi, je saute de joie. Mais par contre, il faut qu'on s'en serve pour affirmer notre position. Le problème qu'on a en France aujourd'hui avec cette industrie, c'est qu'on a deux partenaires majeurs en Europe. On a le Royaume-Uni et on a l'Allemagne. Avec le Royaume-Uni, on a des accointances industrielles, mais on a des visées politiques qui sont divergentes. Et avec l'Allemagne, on a des visées politiques qui sont plutôt convergentes, mais on a des intérêts industriels qui sont carrément opposés. Et arrangez-vous avec ça. Donc je pense que s'il y a un travail à faire, effectivement, c'est pas tant avec l'émir ou le sultan des Émirats, je ne sais pas, mais c'est déjà au sein même de notre sphère européenne de remettre un petit peu les pendules à l'heure.
Voilà, c'était la principale information de la matinée, mais malheureusement l'actualité est très chargée. On a hâte de vous entendre réagir sur le reste, parce que pendant ce temps-là, le variant Omicron gagne du terrain. Le nombre de cas confirmés en France s'élève désormais à 9. C'est le dernier chiffrage de Santé publique France. Le variant est d'ores et déjà dominant en Afrique du Sud et les autorités surveillent donc étroitement sa progression, notamment à l'école. En visite ce matin dans une école primaire d'Ormesson-sur-Marne, Jean-Michel Blanquer a fait le point sur la situation et sur les fermetures de classes qui inquiètent de nombreux parents. Écoutez. Alors finalement, on entend la même chose que depuis le début de cette crise. Peut-être qu'on l'envisagera, mais pour l'instant, rien n'est décidé. Finalement, Jean-Marc Chipot, on n'a pas beaucoup avancé. On nous dit que la majorité de la population est vaccinée, mais finalement, on a les mêmes inquiétudes, les mêmes incertitudes, surtout sur ce qui va advenir dans les jours, les mois qui viennent. Oui, bienvenue au jour de la marmotte, oui, c'est ça. On recommence, on est en janvier 2020. Oui, 2020, c'est ça. Pour faire, Nicolas Dupont-Aignan était allé voir Édouard Philippe à l'époque. Il avait fait un certain nombre de demandes pour faire face à l'épidémie. On pourrait refaire exactement les mêmes. Et on n'a pas avancé d'un iota. Moi, je suis porte-parole depuis le mois de juillet. Sur ce plateau-là, j'ai dû demander, je ne sais pas, 20 fois, où sont les masques FFP2 ? Parce qu'on sait que nos anciens ne sont pas vaccinés, enfin, ils sont mal vaccinés. Le seul moyen de les protéger efficacement, c'est le masque FFP2. Ça a été répété un nombre incalculable de fois, ça a été demandé un nombre incalculable de fois. On n'a pas de stock. Delfrécy, le 20 août... Sur la vaccination des enfants, oui. C'est une question cruciale selon vous. Il va falloir vacciner les plus jeunes. Donner la possibilité, en dehors, prenons pas le cas des enfants en particulier, donner la possibilité à une population à risque de se protéger, c'est une bonne chose. Obliger... En l'occurrence, vous ne mettez pas les enfants dans cette population. Alors, ce que disait Véran tout à l'heure, si vous avez des enfants qui sont grandement immunodéprimés, il faut protéger ces enfants-là. Il y a 250 000 personnes en France qui sont gravement immunodéprimées et qui ne sortent plus depuis qu'il y a le pass sanitaire, parce que tout le monde s'est complètement relâché, ils sont confinés chez eux parce que sinon ils vont attraper la maladie. Donc sur la base du volontariat, on n'a jamais été contre ça. En revanche, l'obligation vaccinale pour les enfants, c'est une hérésie totale. Voilà. Et simplement, mais je voudrais que enfin on arrive à se projeter. La crise de la cinquième vague, c'était la crise du Delta, qui a frappé une population largement vaccinée. Donc il faut bien trouver autre chose. Les faits sont là, les faits sont têtus. Allez, on poursuit les débats dans quelques minutes. On se quitte d'abord pour une page de publicité. À tout de suite. On peut soulever toutes les questions, mais un politique qui ne connaît rien ne peut donner aucune réponse. Donc j'ai dit on attend le retour. Oui, alors ne soulevons pas et ne mettons pas le doute. On a un retour sur le Delta déjà qui est pas brillant. Qui reste apparemment notre priorité, c'est ce que tout l'exécutif répète. Et encore une fois, des taux d'incidence qui sont très élevés alors que la population est vaccinée. Donc on voit bien que le tout vaccin ne fonctionne pas. Et moins de formes graves. Ça protège les formes graves. C'est ça le plus important. Malheureusement, on a de mauvaises surprises de ce côté-là aussi. Il y a toujours une mauvaise surprise sur l'ensemble, mais quand même les formes graves sont réservées. D'ouvrir sur d'autres moyens de protection. À vous entendre, il faut rien laisser, il faut tout laisser faire et puis garnir les hôpitaux. Et finalement, on n'aura pas assez de ventilateurs. Et puis une information qui vient de tomber justement et qui répond à cette question. Didier Raoult a-t-il enfreint le code de déontologie médicale en prônant l'utilisation de l'hydroxychloroquine contre la Covid-19 ? C'était la question principale à laquelle devait répondre aujourd'hui la Chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins. Décision qui vient donc de tomber. L'Ordre des médecins de Nouvelle-Aquitaine adresse un blâme au professeur Raoult. On rappelle qu'il risquait jusqu'à la radiation, puisqu'il est accusé d'avoir utilisé ce produit finalement sans soutien scientifique, ce qui s'apparente à du charlatanisme. Comment vous prenez cette décision ? C'est pas du charlatanisme, parce que sinon il aurait été radié. Voilà, c'est aussi simple que ça. Après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Le problème du professeur Raoult, quel est-il ? Il y a des gens qui l'aiment, il y a des gens qui le détestent. Il y a des gens qui le détestent vraiment. Le problème principal, c'est la liberté de prescrire, qui a été enfreinte dès le début, dès les premiers jours de la pandémie. Voilà, tout est là. Après, il a prescrit un médicament qui est en vente libre depuis 50 ans. Il y a des milliards et des milliards et des milliards de doses qui ont été distribuées. C'est un traitement antipaludéen. Donc, dire que ça peut être nocif pour la santé, il ne faut quand même pas exagérer. Ça se fait sous suivi médical. Et nous, ce que nous avons toujours dit, c'est laisser les médecins. Les médecins sont des gens qui ont fait 8 années d'études. Ils savent de quoi ils parlent. Ils connaissent leurs patients. Ils connaissent les problèmes de santé de leurs patients, les comorbidités, etc. Ils les suivent sur le long terme. Laissez les médecins travailler.
Dernière partie de 90 minutes info. Éric Ciotti ou Valérie Pécresse, c'est l'ultime choix offert aux votants de la primaire de la droite. Le second tour s'est ouvert ce matin et il se poursuit jusqu'à demain 14h. Le vainqueur sera annoncé vers 14h30. Vous pourrez évidemment le suivre en direct sur CNews. On va discuter des chances des deux prétendants, évidemment, selon nos invités. On va d'abord revenir sur les idées prônées par celui qui est arrivé en tête, même si, il faut bien le dire, les résultats sont dans un mouchoir de poche. Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, défend une ligne musclé, notamment sur la sécurité et l'immigration. Certains le disent proche idéologiquement d'Éric Zemmour. Qu'en est-il réellement? Quelles sont leurs ressemblances et leurs différences? C'est Reda Emrabit qui nous les dresse. J'en reviens à la victoire au premier tour d'Éric Ciotti dans la primaire LR. C'est aussi un signal fort envoyé aux concurrents, aux rivaux qui voient là aussi les LR peut-être se recentrer à terme sur une ligne un petit peu plus dure qui peut vous faire de l'ombre. Je ne sais pas s'ils se reprennent en main, c'est une bonne nouvelle, oui, effectivement, depuis le temps qu'on attend. Parce qu'ils parlent tous du RPR, ils disent que le RPR n'est pas mort. Enfin, moi, j'ai bien vu, j'ai assisté aux obsèques quand même du RPR. Et on n'était pas nombreux à reprendre un peu le flambeau et essayer de tenir ces valeurs vivantes pendant que tout le monde signait allègrement le traité de Lisbonne, réintégrait le commandement intégré de l'OTAN, etc. Vendait des pans entiers de notre économie. D'ailleurs, dont Emmanuel Macron, Alstom, etc., je ne reviens pas là-dessus. Donc, si on a gagné, nous, la bataille des idées, je suis On parle d'une renaissance, surtout, de cette droite aussi, depuis quelques mois, qui a longtemps été plus en sommeil, tout comme le Parti socialiste, mais qui, là, prend de l'avance. Parce qu'à chaque fois qu'ils font des primaires, ils créent un événement. Et que c'est vrai qu'entre parler de Covid et parler Zemmour, ça nous change un peu. On vient parler des Républicains. Non, mais c'est ça, l'actualité. Une actualité chasse l'autre un petit peu. Donc, j'ai beaucoup de respect pour cette famille. J'en viens. Moi, j'étais militant RPR. Nicolas Dupont-Aignan était militant RPR. Moi, ce que je vois dans cet affichage-là, d'abord, vous auriez pu le faire sourire un peu, lui, parce que il est un peu désavantagé à l'écran. Mais parce qu'il sait sourire quand même un peu. Non, mais sérieusement, c'est un peu la victoire des challengers. C'est pas la première. Vous vous rappeliez l'élection. Des challengers. C'est vrai qu'on a parlé d'une surprise, Éric Ciotti, dans les débats, dans cette campagne, mais finalement, est-ce que c'est si étonnant que ça, quand on voit justement 2015, on a eu les opinions et la ligne politique? Un certain François Hollande, qui n'aurait jamais dû se retrouver là où il s'est retrouvé en 2012. Un certain François Fillon. Alors c'était les Fillon, c'était les François à l'époque. On va retrouver les Éric. Très bien. Mais ce que je constate, c'est que nous, on est dans l'air du temps. Et nous, on a une cohérence quand même. Par rapport à tout ce joli monde, c'est que nous, on n'a jamais varié, on est toujours sur nos idées. Les Républicains vont vous dire la même chose. Les Républicains qui ont signé tous les traités et qui aujourd'hui viennent vous parler de régalien. Attendez, excusez-moi, il y a un petit hiatus. Alors s'ils ont eu la révélation sur le chemin de Damas, très bien, bravo, je m'en félicite. Mais il faut effectivement qu'ils fassent leur coming out à ce moment-là. Et qu'ils nous disent que voilà, tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, ils font leur mea culpa. Et puis ils vont pouvoir repartir dans une nouvelle direction. Et puis quand ils auront fait un peu preuve de leur sincérité dans leur démarche, on verra ce qu'on fait. Mais... Parmi ces politiques qui préparent du lien, comme vous dites, il y a Éric Zemmour qui mobilise ses partisans et qui prépare son rassemblement de dimanche. Le lieu a changé, c'est Éric Zemmour lui-même qui l'a annoncé sur les réseaux sociaux. Regardez. Vous attendez de voir ce qui se passera dimanche, en l'occurrence. Jean-Marc Thibault aussi? Oui, moi je savais, c'est comme une Coupe du Monde de rugby, il faut battre tout le monde. Donc ça, vous les prenez dans l'ordre que vous voulez, mais à la fin, il faut que vous alliez au bout. Donc on va prendre Valérie Pécresse, Éric Ciotti, Éric Zemmour et tous les autres en enfilade, il n'y a pas de problème. Moi, je reviens toujours sur la même chose, sur la cohérence. Nous, on a un positionnement qui est clair. Surtout les idées, on a envie d'en venir aux idées maintenant que tous ces candidats sont déclarés, ou presque tous déclarés. Je vous remercie de m'inviter sur ce plateau, mais j'ai eu l'occasion de les promouvoir. Bien sûr, mais c'est pas en 1 minute 30 qu'on aura le temps de développer tout le programme. On a la capacité de faire un chemin, d'élargir justement, parce qu'on a bien posé les bases, on n'est pas en train de courir après la droite de l'électorat, et nous on est sur un discours beaucoup plus, alors j'aime pas ce mot-là, mais il est parlant en ce moment beaucoup plus inclusif, où effectivement on peut s'ouvrir sur un électorat qui est plus centré, et qui pour autant n'est pas aveugle et voit bien que la situation dans laquelle est notre pays à l'heure actuelle va pas durer le temps des contributions et qu'il faut vraiment réagir rapidement. C'est peut-être la dernière élection qui aura vraiment un sens pour élire un président de la République qui ait vraiment des fonctions régaliennes entre les mains. On suivra ça. Je vous rappelle que le second tour de cette primaire de la droite sera à suivre. En tout cas, les résultats en direct sur CNews à partir de 14h30 demain. À suivre tout de suite, c'est
Punchline. Et moi, je vous retrouve demain aux alentours de 15h30 sur CNews. Bonne journée à tous. Bonne soirée.